Et voici la vidéo règle de Blood Rage, un jeu de conquête viking pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Eric M. Lang, illustré par Adrian Smith et édité par Edge. Au niveau matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui représente une espèce d'île sur laquelle vont débarquer les vikings dirigés par les joueurs. Nous avons ensuite 4 fiches de clan. Chaque joueur va pouvoir choisir le clan de son choix et le poser devant lui. Nous avons le clan du loup, avec des jolies illustrations personnalisées pour chacun des clans. Nous avons le clan de l'ours, nous avons le clan du serpent et nous avons le clan du corbeau. Ensuite, nous avons des figurines pour chaque clan, avec 8 guerriers divisés en 2 types à chaque fois, donc 4 et 4, plus un chef. Voilà, on va essayer de vous le montrer de près, parce que les figurines sont quand même assez chouettes. Donc ça, c'est donc le chef du clan du loup. Il y a aussi un petit navire, et vous aurez aussi des jetons comme ceci qui vous permettront de socler vos figurines pour les reconnaître en jeu si vous n'avez pas le courage de les peindre. Il vous restera 2 petits jetons et 2 gros jetons qui serviront pour les monstres que nous verrons après. Les figurines sont en plus différentes pour chaque clan. Ici, le clan du corbeau. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus de près avec le chef. Voilà, le clan de l'ours, avec évidemment des gars qui sont armés par des gros marteaux. Hop, on va essayer de regarder un petit peu. Donc de superbes figurines, très bien faites, et différentes les unes des autres. Et enfin, le clan du serpent, alors qui est le seul clan où il n'y a que des femmes. Dans les autres clans, il n'y a que des hommes, dans celui-ci, il n'y a que des femmes. Alors comme les socles sont un petit peu, sont enlevables, échangeables, vous pouvez aussi décider de prendre des figurines de n'importe quel clan et puis de les socler à votre couleur. Pour pouvoir jouer, il vous faut toujours 4 guerriers, un chef, un bateau. Vous trouverez ensuite des marqueurs à la couleur de chaque joueur avec des petits jetons correspondant au symbole de chacun. Chaque clan va donc récupérer tous ces marqueurs et placer les marqueurs cartonnés sur sa feuille. Alors on va commencer avec 6 de rage, on va donc en placer un ici. Et puis ensuite, pour la rage, les haches et les cornes qui viendront pendant le jeu, eh bien vous allez tous les mettre tout simplement sur la première case. Chacun donnera ensuite son marqueur de gloire, et nous allons le placer sur le pourtour du plateau de jeu. Effectivement, il y a toute une échelle chiffrée qui va correspondre à la gloire que les joueurs vont gagner au fur et à mesure du jeu, et pour l'instant, on place donc les jetons sur la case 0. Vous trouverez ensuite 2 plateaux fiches, un qui va correspondre au Valhalla et un qui va correspondre aux âges. Vous allez donc les disposer à côté du plateau de jeu, non loin, de façon à ce que tout le monde puisse bien les voir en cours de partie. Vous trouverez ensuite un ensemble de jetons pillage qui ont un dos comme ceci, sauf un qui est vert. Alors le vert, vous allez le retourner, il présente des petits ronds comme ceci, on va le disposer sur la case centrale à Yggdrasil. Les autres, vous allez pouvoir les mélanger, et après les avoir bien mélangés, vous allez les disposer sur toutes les autres provinces, de la même façon, face visible. Ensuite, vous allez trouver des gros jetons Ragnarok, comme ceci, que vous allez bien mélanger, et ensuite vous allez en tirer 3 que vous allez placer au hasard sur les 3 premières cases de la piste des âges. Ils vont indiquer en fait les 3 provinces qui seront détruites au fur et à mesure du jeu, qui va effectivement se jouer en 3 âges. Ensuite, vous allez tirer des tuiles supplémentaires en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez au maximum à 4 joueurs, vous allez tirer un seul jeton et les autres seront remis dans la boîte. Si vous jouez à 3, vous en tirerez 2. Et si vous jouez seulement à 2 joueurs, vous en tirerez 3. Ces jetons que vous aurez tirés au hasard, vous allez les retourner. Ils correspondent à une province qui sera détruite dès le début de la partie. On va donc la remettre ensuite sur sa face détruite et indiquer que cette province ne jouera pas, on ne pourra absolument pas mettre de figurines et on ne pourra pas jouer avec cette province de toute la partie. Donc je vous rappelle qu'il faudra le faire pour 2 provinces supplémentaires si vous jouez à 2 joueurs, et seulement 2 provinces seront détruites lorsqu'on joue à 3. Ensuite, vous allez trouver 3 paquets de cartes correspondant aux 3 différents âges du jeu. Alors si vous jouez à 4 joueurs, vous utiliserez l'intégralité de ces cartes, vous pouvez donc mélanger chacun de ces paquets indépendamment.
En revanche, si vous jouez seulement à 2, il vous faudra retirer de chacun des paquets toutes les cartes qui présentent comme ceci en bas à gauche un 3+, ou un 4+. Si vous jouez seulement à 3 joueurs, vous ne retirez que les 4+, et vous garderez les 3+ avant de mélanger chacun des paquets. Vous placerez ensuite ces 3 paquets sur le plateau des âges, dans l'ordre 1, 2, 3, et vous allez prendre un petit jeton saga que vous allez placer sur la première pile de cartes. Il doit alors vous rester de superbes grosses figurines de monstres, et puis des figurines de monstres un peu plus petites, enfin de héros si on veut, qui sont effectivement, vous le voyez, un peu plus grands que les personnages normaux du jeu, et qui sont tous en bleu. Vous allez donc les disposer à côté du plateau de jeu. Voilà, j'essaie de vous les montrer un petit peu pour voir quand même que les figurines sont particulièrement magnifiques. Voilà, celui-là... qui sont beaux. Un superbe serpent de mer gigantesque. Voilà, magnifique. Et enfin, une espèce de gros troll géant. Superbe. Il ne doit alors plus vous rester que 2 petits pions. Un pion comme ceci qui est un pion de destin. On va regarder quelle sera la prochaine province qui sera détruite. C'est celle qu'on a placée sur le premier âge. Donc là, par exemple, Utgard. Et on va placer ce jeton de destin à cet endroit-là pour indiquer aux joueurs qu'à la fin du premier âge, cette province sera détruite avec tous les personnages qui s'y trouvent. Il y a enfin ce jeton de premier joueur que l'on va attribuer au joueur qui est né le plus au nord, et celui-ci va donc placer ce jeton devant lui pour indiquer qu'il sera le premier joueur. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, nous sommes des vikings, nous sommes quelque part dans le nord, et nous nous battons pour la gloire. Effectivement, ce sera le joueur qui aura obtenu le plus de gloire à la fin des 3 âges, en faisant progresser son marqueur sur le pourtour du plateau de jeu au fur et à mesure du jeu, qui l'emportera. Pour gagner de la gloire, il va falloir piller les provinces pour gagner des bonus qui s'ajouteront en fait à la puissance de notre clan. Il faudra aussi tenter de taper sur les autres joueurs, car effectivement on peut gagner de la gloire sur les combats, on peut aussi gagner de la gloire en mourant, car effectivement partir au Valhalla lors des combats est un petit peu le but suprême des vikings, et il n'y a pas de gloire plus importante que de mourir les armes à la main. Il y a aussi d'autres petits objectifs qui vous permettront de gagner de différentes manières des points de victoire en réussissant à contrôler des zones particulières du plateau de jeu, mais nous verrons ça un petit peu plus tard au cours de la vidéo règle. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple, le jeu va se dérouler en 3 manches qui sont appelées des âges. Lors de chaque âge, il y aura 6 phases à effectuer. Une phase de don des dieux, où les joueurs vont recevoir des cartes. Une phase d'action, où ils vont pouvoir chacun déplacer et faire arriver leurs figurines en jeu. Ensuite, il y aura une phase de défausse, où il faudra jeter les cartes qui n'ont pas été utilisées lors de l'âge. Une phase de quête, où on vérifiera si les joueurs ont réussi les quêtes qu'ils se sont attribuées au fur et à mesure de l'âge, une phase de Ragnarok où un nouveau territoire sera détruit, et enfin une phase de retour du Valhalla où les joueurs récupéreront les figurines qui sont mortes pendant l'âge. Alors ces différentes phases sont résumées sur le plateau des âges, effectivement c'est ce jeton que l'on va bouger de case en case pour savoir quelles sont les phases que l'on va faire. On commence donc par le premier âge, et on commence par la phase de don des dieux où les joueurs vont recevoir des cartes, puisque le jeton est à cet endroit-là. À ce moment-là, on va le retirer, on va prendre les cartes, bien les mélanger, et en distribuer 8 à chaque joueur. Chacun va donc pouvoir regarder les 8 cartes qu'il a reçues. Les cartes qui vont rester seront défaussées, ne seront pas utilisées pour la partie. Alors, chacun va ainsi regarder les cartes qui lui ont été attribuées, et on va les sélectionner, celles qu'on va garder pour le jeu, par un système de draft. Alors, qu'est-ce que c'est le draft? Vous allez choisir une carte, et vous allez passer le reste des cartes à votre joueur de gauche. Tout le monde va faire cela en même temps autour de la table, et une fois que ce sera fait, chacun va choisir la deuxième carte qu'il va garder parmi les cartes que l'autre joueur lui a passées. Et puis on continue ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait ainsi sélectionné
sélectionner 6 cartes, c'est-à-dire que lorsqu'on va vous donner plus que 3 cartes, et bien parmi ces 3 cartes, vous en sélectionnerez une que vous mettrez avec les cartes que vous avez sélectionnées déjà sur les autres tours, et les 2 cartes restantes seront défaussées définitivement et ne serviront pas pour la partie. Alors attention, comme vous ne connaissez pas encore le jeu sur une première partie, la règle conseille de garder les 8 cartes qui vous ont été attribuées au hasard en début de partie, et puis de faire votre première manche avec ces cartes-là. Vous ne ferez un draft qu'à partir du second âge, où vous aurez bien compris comment fonctionne le jeu. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 joueurs, le draft sera un petit peu différent. Au lieu de sélectionner les cartes une par une, vous allez les sélectionner 2 par 2. Vous en placerez 2 sur votre fiche et vous passerez ensuite les cartes à l'autre joueur. Vous en sélectionnerez ensuite 2 autres dans les cartes qu'il vous a données avant de lui passer, puis vous ferez ça une 3e fois, et à ce moment-là, vous aurez 6 cartes, les 2 cartes restantes seront défaussées. Alors, cette phase de draft don des dieux ayant été effectuée, on va tout simplement avancer le marqueur saga sur la prochaine case, qui est donc la phase d'action. Alors, cette phase d'action est la phase principale du jeu. À commencer par le premier joueur, chacun va réaliser une action lors de son tour. Donc le premier va faire une action, puis une action, puis une action, puis une action, et on va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs n'aient plus de rage. Effectivement, certaines des actions vont être gratuites, et d'autres actions vont coûter de la rage. Je vous rappelle qu'en début de partie, on en a 6 pour le moment, et donc petit à petit, on va baisser jusqu'à 0. Dès qu'on arrive à 0 point de rage, à ce moment-là, nous n'avons plus le droit de faire d'action. C'est-à-dire que quand viendra notre tour, on ne pourra plus rien faire, même les actions gratuites seront interdites lorsqu'on est à 0 rage. On commence donc par notre premier joueur qui va devoir faire sa première action. Alors quelles sont les actions disponibles? Eh bien c'est assez bien fait, sur votre petit plateau individuel sont indiquées les 5 actions possibles lors de son tour, en sachant qu'on ne peut en faire qu'une par tour. Je peux faire une invasion, une marche, une amélioration, une quête ou un pillage. Alors, premièrement, imaginons que notre premier joueur choisisse de faire une invasion. L'invasion, c'est indiqué dessus, ça a un coût en rage qui correspond à la force de la figurine que l'on va mettre en jeu. Car effectivement, mettez une figurine de votre réserve, c'est-à-dire une des figurines qu'on a devant soi, sur une province, mais hors Yggdrasil. Alors, quelle est la force de nos figurines? Eh bien, c'est tout simplement indiqué en rouge sur notre plateau. Tout le monde en début de partie dispose d'un Drakkar qui a 2 de force, d'un chef qui a 3 de force, et de plein de guerriers qui ont 1 de force. Donc je choisis de faire une invasion avec n'importe laquelle de ces figurines. Imaginons que j'ai tout de suite envie de mettre mon chef en jeu, mais ce n'est pas obligatoire, je peux mettre ce que je veux. Je vais pouvoir sortir sa figurine, et comme il a 3 de force, et bien malheureusement, 1, 2, 3, ça va me coûter 3 en rage. Donc là, ça coûte déjà un petit peu cher. Ensuite, je réalise mon invasion avec la figurine que j'ai choisie en la faisant arriver par la mer, quelque part sur l'île. Effectivement, on ne peut pas débarquer directement sur Yggdrasil. Alors, le plateau est divisé en différentes provinces qui sont marquées en bleu, et comme ceci, il y a plusieurs endroits qui correspondent à cette province, plusieurs territoires. Je peux donc faire arriver mon personnage à n'importe quel endroit, du moment qu'il y a au moins une case libre pour pouvoir le placer. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, allez hop, je vais l'envoyer ici, sur Utgard. Attention, ce sera la province qui sera détruite en fin de manche, mais ce n'est pas très grave pour le moment, j'ai bien envie d'aller la piller pour le moment, et donc j'envoie mon chef ici pour 3 rages. L'action de notre premier joueur est alors terminée, et on passe à l'action du joueur suivant. Il pourrait décider par exemple de faire la même chose, mais lui en envoyant juste un guerrier. Comme les guerriers ont une force de 1, ça ne lui coûtera que 1 sur son plateau individuel, donc il baisse ici. Et ensuite il la fait arriver dans la province de son choix. Il peut très bien le faire arriver dans la même province que l'autre joueur, mais c'est le début de la partie, il n'a pas très envie de commencer à faire la bataille avec un autre. Il peut décider par exemple d'atterrir au Orgre en se plaçant à cet endroit-là. Imaginons que le joueur suivant, c'est la joueuse, décide aussi de placer une figurine pour 1 de rage sur une province. On repasse au joueur rouge. Alors attention, on peut aussi décider de placer son bateau, son Drakkar. On n'en a qu'un seul, et on ne peut
en revanche le placer que sur les fjords. Les fjords, ce sont ces cases un petit peu spéciales qui se trouvent tout le tour du plateau de jeu. Lorsque je le mets en jeu, donc je vais être obligé de mettre mon bateau sur un fjord de mon choix. Et comme le bateau a une force de 2, eh bien ça va me coûter évidemment 2 points de rage. Alors, autre action possible lors de mon tour, l'action de marche. Attention, le coût en rage est toujours de 1, quel que soit le nombre de figurines que je déplace, car effectivement, la marche va me permettre de déplacer n'importe quel nombre de figurines d'une province vers une autre. Par contre, elles doivent toutes provenir de la même province. Alors, lorsqu'on fait une marche, eh bien, on va dépenser 1 point de rage, et puis ensuite on choisit une province où on a des figurines, une ou plusieurs figurines. Donc je pourrais décider de déplacer celle-ci qui se trouve dans cette province, par exemple, ou ces deux-là qui se trouvent dans cette province-là. Lorsque je déplace une ou plusieurs figurines, si je fais la marche, je pourrais en déplacer une ou bien déplacer l'ensemble, c'est moi qui choisirai s'il y en a plusieurs dans la province d'où je pars, et je vais arriver dans n'importe quelle province du jeu. Effectivement, la marche permet de prendre le bateau pour aller faire le tour et aller se placer sur n'importe quelle province extérieure, mais elle permet aussi d'aller se placer sur la province centrale, celle d'Yggdrasil. Mais je ne peux pas prendre des figurines provenant de différentes provinces pour les amener sur une seule. Je ne peux choisir qu'une seule province de départ et qu'une seule province de destination. Encore faut-il que sur la province de destination, il y ait suffisamment de villages vides pour me recevoir. Donc là, par exemple, je pourrais aller embêter la joueuse qui se trouve là-bas en mettant mes 2 figurines à cet endroit-là, et ça ne m'a coûté qu'un seul point de rage. Alors, attention, les dracars ne peuvent jamais être déplacés. Donc, une fois qu'on a fait une invasion et qu'on a placé son dracar quelque part, eh bien, il va y rester jusqu'à la fin du jeu ou jusqu'à ce qu'il soit détruit. Et ce n'est qu'une fois qu'on l'aura récupéré qu'on pourra le replacer à un autre endroit. Mais on ne peut pas utiliser l'action marche pour déplacer un dracar sur un autre fjord. Autre action possible lors du tour d'un joueur, choisir l'action d'amélioration qui a un coût en rage dépendant de la force de la figurine ou du groupe de figurines que l'on va améliorer. C'est indiqué, payez le coût d'une carte amélioration pour la mettre sur votre fiche de clan et ensuite, si on le souhaite, on peut effectuer une invasion gratuite avec cette figurine. Alors, qu'est-ce que c'est que les améliorations? Eh bien, les améliorations, ce sont les cartes noires que les joueurs auront peut-être sélectionnées lors de la phase de draft. Il est indiqué sur le côté de ces cartes quelle figurine est concernée par l'amélioration. Ici, par exemple, j'ai des améliorations guerriers et des améliorations clans. Je peux donc, lors d'un tour de jeu, choisir de faire une amélioration en sélectionnant une de ces cartes pour la poser face visible sur mon plateau de jeu. Pour les améliorations guerriers, on va les poser comme ceci à côté du plateau de jeu guerrier, et donc ça va modifier certaines caractéristiques de ces figurines, de toutes mes figurines de guerrier. Il y a aussi de la place pour mettre une amélioration chef et une amélioration dracar qu'on placera ici à droite. Il y a aussi des améliorations de clan qui vont agir sur l'ensemble de mon clan, et par contre j'ai 3 emplacements sur mon plateau de jeu pour faire évoluer mes figurines. On pourra aussi placer 2 améliorations monstres qui permettront de recevoir les figurines spéciales de monstres, leur mettre des petits socles à notre couleur pour pouvoir ensuite les utiliser comme s'ils étaient à nous. Alors, dans notre exemple, j'ai posé donc une carte où il y a 1 de force d'indiquer. Je vais donc baisser 1 point de rage pour avoir le droit de la poser sur la table. Et à partir de maintenant, tous mes guerriers auront cette capacité spéciale qui indique chaque paire de vos guerriers dans une province a une force totale de 3. Donc j'aurai tout intérêt à mettre mes guerriers pas 2 par 2 pour qu'ils aient 3 en force au lieu de 2, puisque normalement chaque guerrier a une force de 1. Alors, attention cependant aux limites de figurines. Effectivement, nous avons ici une valeur corne qui indique le nombre de figurines qu'on aura le droit d'avoir au maximum sur le plateau de jeu central. Effectivement, il faudra faire
évoluer en fait notre clan pour avoir le droit de placer de plus en plus de figurines. En début de partie, eh bien, nous sommes à 4 figurines au maximum sur le plateau. Il faudra donc bien faire attention lorsqu'on choisit de faire l'action d'invasion, de ne pas dépasser cette norme. De la même façon, lorsqu'on fait une amélioration et donc qu'on peut faire une invasion gratuite avec la figurine en question, on ne pourra pas l'ajouter, on ne pourra donc pas faire cette invasion si jamais on est déjà au maximum de figurines autorisées. Autre action disponible, la quête. À ce moment-là, préparer une quête a un coût en rage de 0, donc ce sera une action gratuite que je pourrai réaliser et qui me permet de m'engager sur une quête, en la mettant face cachée sur ma fiche de clan. Alors, quelles sont ces quêtes? Eh bien, ce seront les cartes vertes que l'on a peut-être sélectionnées lors du draft. Il est indiqué dessus une condition particulière à tenter de réaliser avant la fin de l'âge, pour qu'à la fin de l'âge, eh bien, on gagne le nombre de points de gloire qui est indiqué dans le petit carré bleu qui se trouve sur ces endroits. Alors, il y a certaines quêtes qui indiquent une zone particulière, donc là, par exemple, Jotunheim, avoir le plus de force dans au moins une province de Jotunheim. Donc, il faut que j'essaye de conquérir et de garder jusqu'à la fin de la manche le contrôle maximum en ayant le plus de force à un endroit qui est en bleu. Et celui-ci, par exemple, Mort Glorieuse, avoir au moins 4 figurines au Valhalla avant le Ragnarok, donc là, c'est assez étrange, il faudra faire exprès, en fait, de se battre et de perdre des batailles pour envoyer des figurines au Valhalla. Alors, lorsque je choisis de réaliser cette action lors de mon tour, ça me coûte 0 en rage, et je choisis une des cartes vertes que je vais placer face cachée sur mon symbole de clan. Donc là, je le pose sur mon corbeau. Attention, je n'ai plus le droit de reprendre cette carte jusqu'à la fin de la manche, et j'essaye de me rappeler, par contre je peux la regarder moi secrètement à tout moment, pour me rappeler quelles sont les quêtes, parce que je peux en mettre plusieurs, à tenter de réaliser pour marquer des points supplémentaires en fin de manche. Alors, attention, cette action de quête coûte 0 de rage, je ne bouge pas mon marqueur, mais en revanche, si j'avais déjà dépensé toutes mes actions de rage, je n'ai plus le droit de jouer. Les autres jouent donc sans moi, jusqu'à ce que tout le monde ait 0 de rage, ou que les joueurs décident de s'arrêter, car effectivement, à un moment donné, même s'il leur reste de la rage, ils peuvent dire, ben moi j'ai fini mon tour, hop, je passe à 0 rage, et je ne pourrai plus faire d'action. Donc si on est à 0 rage, eh bien on n'a pas le droit d'entamer une quête en plaçant quelque chose ici, on a fini de jouer. Il faudra donc penser à réaliser ces quêtes avant d'avoir 0 rage. Enfin, nous avons le pillage, qui a aussi un coût en rage de 0, mais il ne faudra pas que j'ai 0 rage pour avoir le droit de le faire. Choisissez une province où vous avez une présence pour tenter de gagner sa récompense. Alors effectivement, en début de partie, nous allons placer des jetons pillage sur chacune des provinces du jeu. Et bien lorsqu'on va piller une province, on va gagner le bonus indiqué par cette tuile que l'on a placée face visible en début d'âge. Alors, les pillages ne se déroulent pas toujours très simplement, car effectivement, ils risquent de déboucher sur des batailles. Effectivement, les pillages vont se dérouler en 3 temps. Premier temps, l'appel aux armes. Vous allez donc déclarer votre pillage. Alors imaginons que ce soit le joueur rouge qui se trouve dans cette province qui décide de déclarer un pillage pour essayer de piller cette province qui ne l'a pas encore été. Effectivement, lorsque la province sera pillée et qu'on aura placé son jeton sur cette face-là, il sera interdit de la piller à nouveau. On ne pourra donc faire un nombre de pillages limité par tour, car effectivement, tant qu'il reste des jetons en face visible, on peut effectuer des pillages, mais lorsqu'ils auront tous été retournés, eh bien les pillages seront devenus impossibles. Alors, lors de l'appel aux armes, eh bien, les joueurs vont justement avoir la possibilité de venir m'embêter et m'empêcher de réaliser le pillage en faisant une bataille contre moi. Donc imaginons que ce soit le joueur rouge qui ait déclaré ici un pillage sur cette province, eh bien on va faire un tour de table où tous les autres joueurs vont pouvoir peut-être rejoindre la bataille s'ils le souhaitent.
Là, on commencerait donc par le joueur bleu. Le joueur bleu pourrait à ce moment-là décider, s'il le peut, de ramener d'autres figurines dans la province où se déroule le pillage, à condition qu'il reste des zones libres à l'intérieur, c'est-à-dire des villages non occupés. Ici, c'est le cas, il reste 2 villages non occupés, on peut donc encore placer 2 figurines dans la province. Le joueur bleu n'a aucune province occupée à proximité, car effectivement, par contre, pour les pillages, on ne peut faire parvenir dans la province concernée que des figurines qui se trouvent sur les zones adjacentes, et non pas n'importe où, comme lorsqu'on fait une invasion ou lorsqu'on fait une marche. Donc ici, eh bien là, le joueur bleu n'a personne à côté, donc il n'a pas le choix, et comme il a déjà quelqu'un ici, eh bien il ne peut pas choisir de fuir, il est obligé de rester, et donc d'éventuellement participer, enfin même carrément de participer à la bataille. Donc on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le joueur marron. Celui-ci peut décider, s'il le souhaite, d'amener des figurines, car lui, il a des figurines qui sont adjacentes à cette province. Il peut décider d'amener celle-ci, ou bien d'amener celle-là, ou bien d'amener les deux. Là, on n'est pas limité par le nombre de provinces adjacentes, et il pourrait décider d'en placer 2 carrément à l'intérieur s'il le souhaite. Imaginons par exemple qu'il décide de ne pas y aller, eh bien on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, c'est le joueur orange, le joueur serpent, qui décide s'il veut venir ou pas. Il pourrait décider de faire ceci par exemple. Et enfin, on termine par le joueur qui a déclaré le pillage, ici, c'est-à-dire le joueur rouge. Bon, là, en l'occurrence, il n'a personne à proximité. Mais imaginons qu'il ait lui aussi des figurines qui soient dans des provinces adjacentes, eh bien, comme le tour revient à lui, il pourrait décider de rapatrier aussi des figurines pour remplir les éventuels derniers villages vides. Alors, si on reprend notre exemple en imaginant que ce soit le joueur marron qui ait décidé de mettre 2 personnages à l'intérieur des 2 villages vides, eh bien, le tour se poursuit, mais le joueur orange ne peut plus mettre quelqu'un puisque tout est pris, et le joueur rouge, dont c'était le tour et qui a déclaré le pillage, ne peut plus non plus rajouter de figurines, c'est plein. Et à ce moment-là, donc, la bataille va pouvoir commencer. Alors, lorsqu'il y a ainsi une bataille suite à une déclaration de pillage, eh bien, tous les joueurs qui ont des figurines dans la province concernée sont obligés de participer à la bataille. Ils n'ont pas le choix de dire « non, moi je participe pas ». Ensuite, on passe donc à la phase de jouer des cartes. Donc tout le monde va prendre ses cartes qui lui restent en main et va sélectionner parmi ces cartes des cartes éventuellement de bataille. Les cartes bataille sont les cartes rouges, donc chacun va peut-être placer une carte rouge face cachée devant lui pour participer à la bataille, et on attend que tout le monde ait fait cela. Il est aussi possible de jouer autre chose qu'une carte rouge, mais en sachant que toutes les autres cartes de couleurs différentes ne serviront à rien pour la bataille, c'est uniquement les cartes rouges qui seront prises en compte. Une fois que chaque joueur a bien sélectionné sa carte face cachée, eh bien on passe à la phase de bataille proprement dite. À ce moment-là, chaque joueur va pouvoir révéler la carte qu'il a jouée. Alors je vous rappelle que si c'est pas une carte rouge, ça ne sert à rien. Et ensuite, on va éventuellement appliquer ce qui est indiqué dessus. Donc là, par exemple, notre joueur marron, le joueur de ours, a décidé de jouer cette carte-là. Hop, la carte frappe d'Odin. Ça va donc lui rajouter +1 au combat, puisque à chaque fois qu'il y a une carte rouge, il y aura toujours un rond comme ceci qui va augmenter la valeur des figurines qui se battent. Mais il y a aussi marqué « Détruisez un guerrier de chaque adversaire dans cette province avant de comparer les forces ». Alors attention, ça concerne uniquement les guerriers. Donc comme c'est le joueur marron qui a joué cette carte-là, eh bien par exemple, pense à éliminer une figurine de guerrier rouge et une figurine de guerrier bleu. Ces deux figurines sont donc placées sur le Valhalla. Alors le Valhalla, c'est la carte qui se trouve là, et à chaque fois que des figurines se feront tuer en cours de manche, elles seront placées sur cette case et ne pourront pas être récupérées par les joueurs tant qu'elles se trouvent ici. On calcule ensuite les forces. Alors les forces, eh bien c'est simple, on va tout simplement additionner les forces des figurines qui se trouvent en présence, plus le bonus apporté par l'éventuelle carte que l'on a jouée.
Donc là, imaginons que notre joueur, donc marron, qui a joué cette carte-là, ait 2 guerriers. Chaque guerrier a une valeur de 1, c'est indiqué sur notre feuille, à moins que ça ait été modifié par des cartes spéciales. Nous avons vu par exemple la carte frère d'armes qui ferait que les 2 guerriers auraient une valeur de force de 3 au lieu d'une valeur de 2. Et donc pour le moment, lui, il ne l'a pas, donc ça lui fait 2, plus 1 puisqu'il a joué cette carte-là, il a donc 3 de force pour cette bataille. On passe ensuite au joueur rouge qui avait donc initié le pillage. Lui n'a plus qu'une figurine puisque une a été éliminée, mais il a joué un plus 2, ça lui fait donc 3 au total. Enfin, le dernier joueur, le joueur bleu, a vu toutes ses figurines disparaître avant même que la bataille ne commence, mais on compte quand même le bonus donné par la carte bataille qu'il a joué, et donc 4. Mais attention, car les bateaux vikings vont aussi participer aux batailles qui se déroulent dans les 2 provinces adjacentes à la case Fjord. Donc ici, notre joueur rouge a en fait 2 points en plus, car les Drakkar ont toujours une force de... Enfin, ont une force de 2 au départ, à moins qu'ils aient été modifiés. Et donc on ajoute ces points-là aussi à la valeur de combat de rouge, qui se retrouve donc non plus avec seulement 3, mais plus de 5. C'est donc lui qui remporte la bataille, car il a la plus grande valeur parmi tous les combattants qui se trouvent sur la case. Alors, pour la résolution, tous ceux qui n'ont pas gagné la bataille, c'est-à-dire tous ceux qui ont moins que le premier joueur, eh bien, perdent toutes les figurines qu'ils ont sur la province, plus les figurines qu'ils avaient éventuellement en soutien des fjords. Donc là, si ça avait été le joueur marron qui avait remporté, eh bien, il aurait éliminé le joueur rouge qu'il aurait envoyé au Valhalla. Et il lui aurait aussi envoyé son Drakkar qu'il aurait aussi détruit. Là, par contre, comme c'est le joueur rouge qui l'emporte, eh bien, c'est lui qui supprime toutes les figurines des autres joueurs pour les envoyer au Valhalla. Attention, avec ces plus 4, ça aurait pu être le joueur bleu, même s'il n'avait plus de figurines sur la zone, qui aurait gagné, et à ce moment-là, s'il avait gagné, il aurait enlevé à la fois les figurines rouges et à la fois les figurines marron. Il n'y aurait plus eu personne sur la province à la fin de la bataille. Alors, que se serait-il passé si jamais il y avait eu une égalité entre les premiers joueurs? Imaginons qu'ils aient fait tous les deux 5 et que le troisième ait fait moins. À ce moment-là, comme les 2 premiers ont fait une égalité, eh bien malheureusement, personne ne gagnerait la bataille et toutes les figurines de tous les joueurs auraient été défaussées de la province et des zones de soutien fjord adjacentes. Alors, une fois que la bataille est ainsi résolue, eh bien attention pour les cartes qui ont été jouées. Effectivement, le gagnant de la bataille, donc ici c'est notre joueur rouge, perdrait sa carte qu'il a jouée pour la bataille. On la défausse donc et on peut la remettre sur le petit tas qu'on avait placé à côté du plateau de jeu. Par contre, les autres qui ont perdu la bataille ont le droit de récupérer leur carte de bataille et ils pourront donc la jouer plus tard. Évidemment, en cas d'égalité, eh bien, comme tout le monde aurait perdu, eh bien, tout le monde aurait récupéré sa carte. C'est que quand il y a un gagnant que celui-ci doit défausser la carte utilisée. Alors attention, à chaque bataille, les joueurs ne peuvent jouer qu'une seule carte, mais il y a certaines cartes bonus qui sont indiquées comme ceci avec un rond rempli de blanc, qui peuvent s'ajouter à une bataille. Par exemple, celle-ci, l'œil d'Eimoal, eh bien, rajoutera un bonus de plus 2 et c'est indiqué à quel moment il faut la jouer. Vous pouvez jouer cette carte et ajouter sa force après que toutes les cartes bataille de tous les autres joueurs ont été révélées. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir jouer une carte bataille normale, si vous en avez une, ou bien une autre carte qui ne sera pas utilisée. Tout le monde révèle en même temps, et une fois que tout le monde aura révélé sa carte, vous pouvez ajouter celle-ci, qui rajoutera donc plus 2 à votre force de bataille, et donc vous aurez joué 2 cartes lors de cette bataille-là. Si vous perdez la bataille, vous récupérez les 2 cartes, par contre, si vous gagnez la bataille, vous défausserez ces 2 cartes. Ensuite, le pillage va peut-être ou non s'effectuer. Effectivement, si c'est le joueur qui a lancé le pillage, donc là c'était notre joueur rouge qui a lancé le pillage et qui a remporté la bataille, comme il remporte la bataille, il réussit son pillage et il va donc pouvoir gagner le bonus de ce jeton pillage. Et après l'avoir gagné, il va le cacher, on ne pourra plus effectuer de pillage sur cette province pendant cet âge-là.
En revanche, si c'est un autre joueur que celui qui a initié le pillage qui l'emporte, donc là, imaginons que ce soit le joueur bleu, par exemple, qui l'ait emporté avec une figurine, eh bien à ce moment-là, lui ne fait pas le pillage à la place du joueur qui l'avait initié. Il gagne la bataille, certainement, mais par contre, il ne gagne pas le bonus de pillage. Il faut avoir déclaré le pillage pour pouvoir le gagner. Alors, que sont ces bonus de pillage? Eh bien, ce seront des bonus qui vont permettre de faire progresser, en fait, les valeurs des différentes caractéristiques de notre clan. Nous avons la rage, symbolisée par la main avec des éclairs, nous avons les haches, symbolisées par des haches, et les cornes qui représentent un casque à cornes. Donc là, dans la province en question, eh bien, le joueur rouge, comme il a gagné ce jeton-là, fera progresser de 1 son marqueur, ici, avant de retourner sur la phase pillage et de le remettre dans la province. Mais ce n'est pas tout, et une fois que le jeton pillage a été attribué ou non au joueur qui avait initié le pillage, eh bien le gagnant de la bataille va quand même avoir un bonus qui va être des points de gloire. Et on va regarder le gagnant, on va regarder sa feuille et son niveau de hache. Effectivement, le niveau de hache ici va déterminer combien de points de gloire seront gagnés par le joueur lorsqu'il remporte des batailles. Ici, imaginons que notre joueur, que ce soit lui le gagnant, même si normalement ça devrait être le clan du loup, et qu'il a 3 en niveau de hache, effectivement il y a des petits chiffres qui sont indiqués ici à côté, eh bien il marquerait donc immédiatement 3 points de gloire. Et on comptabilise cette gloire sur le pourtour du plateau de jeu, donc là c'est le joueur rouge, pof, qui passe à 3. La phase du pillage du joueur en question est donc terminée, on passe donc au tour du jour suivant dans le sens d'aiguille d'une montre qui lui aussi choisit une des actions possibles en sachant qu'on peut toujours faire des pillages quand on veut. Alors attention pour Yggdrasil, c'est la seule case du jeu où il n'y a pas de village de représenté car elle n'est pas limitée en nombre de figurines. Donc imaginons que la joueur jaune, lors de son tour, décide d'effectuer un pillage sur Yggdrasil, eh bien Yggdrasil a déjà ce jeton qui permettra au joueur d'avancer de 1, en fait, les 3 marqueurs, celui de rage, celui de hache et celui de corne. Donc c'est très intéressant. Mais en revanche, lorsqu'on déclare un pillage, eh bien n'importe qui se trouve à l'extérieur peut ramener le nombre de figurines qu'il veut sur Yggdrasil pour faire un combat très très sanglant. Effectivement, comme il n'y a pas de limite, eh bien tout le monde peut mettre toutes les figurines qu'il veut. Il y aura effectivement uniquement les Drakkar qui ne pourront pas participer au combat sur Yggdrasil car ils sont trop loin. Alors, vous aurez peut-être compris que le meilleur moyen de faire un pillage tranquillement, eh bien, c'est d'être seul sur une case, de n'avoir personne à proximité. À ce moment-là, par exemple, si je suis dans cette situation-là, je peux déclarer un pillage à cet endroit-là et personne ne peut venir m'embêter car il n'y a personne à proximité. Il y a aussi la possibilité d'avoir rempli entièrement la case. Donc si j'ai rempli tous les villages avec mes propres figurines, eh bien pareil, lorsque je vais déclarer le pillage, personne ne pourra venir rejoindre ma bataille. Il n'y aura donc pas de bataille et je gagnerai directement le point de pillage. Hop, je le retournerai. Et puis, à un tour d'après, par exemple, je pourrais décider de faire une marche, car effectivement, je vous rappelle qu'avec une marche, on peut déplacer toutes les figurines d'un endroit à un autre. Je pourrais me rendre à n'importe quel endroit du plateau de jeu pour tenter, par exemple, de faire un autre pillage plus tard sur une autre case. Alors tout ceci fait partie de la phase d'action qu'on va continuer à jouer jusqu'à ce que tous les joueurs aient 0 en rage, et à ce moment-là, la phase d'action sera terminée. On pourra passer à la phase suivante, celle de défausse des cartes. On avance donc le marqueur sur la prochaine case et on doit défausser toutes ces cartes sauf une. Alors à ce moment-là, s'il vous reste encore des cartes en main, bien malheureusement, vous n'allez pouvoir en sélectionner qu'une seule que vous allez pouvoir garder pour l'âge suivant. Vous allez donc la placer devant vous et défausser les autres qui ne seront plus du tout utilisées de la partie. Ceci étant fait, on passe à la phase de quête. Là c'est assez simple. Chaque joueur va révéler tout simplement les cartes de quête qu'il a placées sur son symbole de clan pendant la phase d'action. Attention, il faut l'avoir fait. Si vous les avez gardées en main, bien malheureusement, vous êtes obligé de toutes les défausser, sauf éventuellement une à garder pour l'âge suivant.
On les retourne, et puis à tour de rôle, eh bien, on va vérifier que les conditions sont réunies ou non pour la quête. Si on arrive à les réunir, eh bien, on gagnera le nombre de points de victoire qui est indiqué, c'est-à-dire le nombre de points de gloire que l'on va comptabiliser sur le pourtour du plateau de jeu. En général, en plus de ça, les cartes vont aussi vous donner des points à faire évoluer sur votre feuille de personnage. Donc là, par exemple, si j'ai réussi à avoir plus de force dans une des provinces correspondant au Jotunheim, eh bien j'ai le droit d'augmenter une de mes caractéristiques de clan de 1, donc je choisis celle qui m'arrange. Une fois ces quêtes effectuées ou non, eh bien malheureusement, elles vont toutes être défaussées. On les remettra sur le paquet correspondant à l'âge. Ceci étant fait, on passe à la phase de Ragnarok, on avance le marqueur et on récupère le jeton de la province correspondante. Ici, par exemple, c'est Utgard. Et bien, boum, la province d'Utgard est détruite. Toutes les figurines qui s'y trouvent et toutes les figurines qui sont adjacentes sur un fjord, donc là, par exemple, le bateau aussi, sont envoyées au Valhalla. Mais attention, on va comptabiliser ce nombre de figurines détruites par le Ragnarok. Et les joueurs vont immédiatement gagner de la gloire en fonction du chiffre indiqué sur le Ragnarok. Donc lors du premier âge, ce sera 2 points par figurine détruite avec le Ragnarok. Donc on peut faire exprès d'envoyer ces figurines à cet endroit-là, car on sait lequel va être détruit, afin de marquer des points de victoire. Et en fin de partie, eh bien, sur la dernière manche, ce sera 4 points par figurine ainsi détruite par le Ragnarok. Enfin, on déplace le marqueur sur la dernière case qui se trouve ici, et on fait le retour du Valhalla. Tout le monde récupère les figurines pour les remettre dans leur réserve personnelle devant leur plateau de jeu. On le vide complètement. À la fin de la manche, il ne nous reste plus qu'à récupérer le pion destin pour le placer sur la prochaine province qui sera détruite. Là, au second âge, ce sera Gimle. On la place donc à l'endroit indiqué. Et il faudra que les joueurs choisissent d'en partir ou bien d'y rester pour gagner des points de victoire grâce à la destruction du Ragnarok. Alors attention, en plus de ça, à la fin d'un âge, vous allez évidemment remettre face visible tous les jetons pillage qui avaient été retournés lors de la phase précédente, et on va pouvoir à nouveau piller les provinces. Alors il est à noter, j'ai oublié d'en parler, qu'il y existe aussi un marqueur comme ceci. Lorsque vous le pillez, eh bien vous gagnez tout simplement 5 de gloire sur le pourtour du plateau de jeu si vous pillez cette province. On est alors parti pour l'âge suivant. Alors on recommence par un draft. De la même façon, on distribue 8 cartes à chaque joueur. Alors attention, la carte que vous avez gardée, puisque tout le monde a gardé une carte à la fin du premier âge, eh bien, on la place face cachée sur sa feuille de personnage. En fait, elle ne comptera pas parmi le draft. On distribue à nouveau 8 cartes, on fait un draft jusqu'à en avoir sélectionné 6, et ensuite, à ces 6 cartes, vous pourrez ajouter cette carte que vous avez mise de côté. De la même façon, pour le troisième âge, si jamais vous avez gardé les 2 précédentes sans jouer la première lors du second âge, eh bien, vous aurez 2 cartes en plus à utiliser lors du troisième et dernier âge. Alors attention, au début de la phase d'action du second et du troisième âge, on va regarder quel est notre nouveau niveau de rage, car effectivement, au début de partie, il était à 6, mais peut-être qu'on aura réussi à faire augmenter cette valeur ici. Et au début du tour, c'est indiqué qu'ici, je commencerai avec 8 points de rage, et donc j'aurai le choix de faire plus d'actions lors du deuxième, et encore plus lors du troisième tour de jeu, si jamais j'ai fait augmenter correctement mon nouveau niveau de rage. Le reste du tour se déroule exactement de la même façon, et puis on fera pareil pour le troisième et dernier âge du jeu. Alors reparlons un peu des améliorations de monstres. Lorsqu'on va jouer une amélioration de monstre, on va donc la poser sur sa feuille à l'endroit indiqué. Attention, on n'a que 2 places pour recevoir des monstres. Pareil pour les autres cartes, elles sont en nombre limité pour les améliorations, mais vous pourrez toujours décider de placer une amélioration à la place d'une autre en jetant la précédente, qui bien sûr ne marchera plus par contre. Alors là, par exemple, le troll, lorsque ce monstre envahit une province, détruisait tous les guerriers ennemis qui s'y trouvent. Alors lorsque je le joue, le troll ayant une force de 2, eh bien à ce moment-là, je vais devoir payer 2 en rage pour avoir le droit de récupérer la figurine. Je récupère la figurine correspondante. Je vais pouvoir lui mettre un socle à ma couleur pour qu'on repère que ce monstre va m'appartenir maintenant.
Et comme jouer une carte d'amélioration m'autorise à faire immédiatement une invasion gratuite, eh bien hop, je peux mettre en jeu ma figurine de monstre qui se comporte comme les autres figurines. Il faut la jouer sur un emplacement valide. Donc là, par exemple, pauvre sur cet endroit, puisqu'il y avait un village vide. Et puis je fais sa capacité spéciale qui dit que dès que j'envahis un endroit, eh bien boum, ça détruit toutes les figurines qui s'y trouvent. Celui-là est vraiment très méchant. Je les envoie au Valhalla. Attention, c'est uniquement lors de l'invasion que ça fonctionne. C'est-à-dire que lorsque je vais redéplacer le monstre, eh bien ensuite il ne fera plus cela. Par contre, il aura toujours 2, car sur ma carte il est indiqué qu'il a 2 de force. Et donc ces 2 de force s'ajouteront à la force de mes autres figurines qui se trouvent sur une case si jamais il y a un combat. Donc lors des combats, on peut très bien perdre ces figurines de monstres qui partiront au Valhalla, seront considérées comme les autres, et lorsque je la récupérerai une fois qu'elle aura été au Valhalla lors de l'âge suivant, eh bien je pourrai à nouveau le mettre en jeu, cette fois-ci en payant une invasion, c'est-à-dire en payant le coût de force du monstre pour avoir le droit de le remettre en jeu. Donc on ne perd plus les monstres une fois qu'on les a récupérés, enfin voilà. Mais attention cependant quand même à ne pas jouer que sur les monstres, car ce n'est pas forcément eux qui font gagner la partie. La partie se poursuit donc ainsi jusqu'à la fin du 3e âge, où il y aura des batailles sur le 3e âge épiques. La partie dure assez longtemps, il est quand même à noter que vous en avez, je pense, au minimum pour 2 heures si vous jouez à 4. Et à la toute fin de la partie, attention, ce n'est pas valable pour la fin de chacun des âges, c'est uniquement en fin de partie, vous pourrez gagner de la gloire supplémentaire si vous avez bien fait progresser vos jetons sur vos caractéristiques de clan. Effectivement, si vous avez un jeton sur cette case-là ou cette case-là, c'est indiqué au-dessus, en fin de partie, vous marquerez 10 points de gloire supplémentaires. Si vous avez réussi à emmener un jeton sur la dernière, vous gagnerez 20 points de gloire supplémentaires. Donc là, par exemple, ce joueur marquerait 30 points supplémentaires, car celui-ci n'a pas dépassé la barre de la 4e case. Évidemment, ce sera alors le joueur qui est le plus avancé sur la piste de gloire sur le pourtour du plateau de jeu qui l'emportera. Voilà donc pour Blood Rage, vous l'aurez compris, un excellent jeu à objectif secret. Alors effectivement, la bataille est un petit peu au cœur du jeu, mais ce n'est pas forcément les batailles qui vous feront gagner. Vous avez plein de manières différentes de marquer des points de victoire en fonction des objectifs. Certains vous poussent même à faire exprès de perdre des batailles pour gagner plus de points grâce au Valhalla. Il y a certaines cartes objectifs qui vous permettent effectivement de marquer des points plus vous aurez de personnages envoyés au Valhalla lors de chaque tour. Vous pouvez aussi en gagner grâce au Ragnarok en faisant exprès de vous trouver sur les endroits qui vont être détruits à la fin de chacune des manches. Et puis vous avez aussi la possibilité de bloquer des cases pour empêcher les autres joueurs de venir vous embêter lors des batailles. Enfin voilà, même s'il y a beaucoup de batailles, ce n'est pas forcément le joueur qui sera le plus agressif qui l'emportera. Il faut bien prendre en compte tous les objectifs. Il est à noter donc que les figurines sont quand même super magnifiques, ça c'est sûr que ça donne envie de jouer. Et par contre, il y a une petite coquille en fait sur cette première version du jeu. Effectivement, vous avez des cartes rouges en fait qui sont appelées traîtrise de Loki et tromperie de Loki. Alors attention, pour celle qui se trouve au niveau 1, eh bien on l'a fait tout à fait normalement. C'est indiqué que c'est une carte de bataille qui nous rajoute 0, mais que si on perd, on volera une rage au vainqueur. On lui fait donc baisser de 1 point son niveau de rage et on la gagne à sa place. Donc ça, c'est quand même sympathique. Et par contre, la traîtrise de Loki, si vous perdez voler 2 rages au vainqueur, là ce n'est pas 2 rages, mais ce sera 2 points de gloire qu'on comptera sur le pourtour du plateau de jeu. Donc attention, vous pouvez demander, si vous avez cette version du jeu, à l'éditeur de vous envoyer un petit autocollant à coller sur cette carte, mais bon, si vous le précisez aux autres joueurs autour de la table avant de débuter la partie, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cet excellent jeu, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.